Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche un peu tout le monde. On va parler de l'anxiété. Un sujet dont on entend de plus en plus parler, mais qui reste encore tellement mal compris, mal jugé ou parfois même complètement ignoré. Et tu vois, si tu es là en train d'écouter, il y a de grandes chances que ça te parle. Peut-être de près, peut-être de loin, peut-être que toi-même tu le vis, ou peut-être que tu connais quelqu'un qui en souffre sans forcément mettre un mot dessus. Alors pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet? Parce que l'anxiété sociale, ce n'est pas juste être timide ou avoir peur de parler en public. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose qui touche ta vie dans tellement de petites situations du quotidien, des situations qui pour la plupart des gens semblent banales, normales ou faciles. Mais quand tu vis avec de l'anxiété sociale, rien n'est vraiment banal, rien n'est vraiment simple. Et tu vois, je veux vraiment qu'on prenne le temps ensemble, tranquillement, de décortiquer ce qu'est l'anxiété sociale. Comment ça se manifeste, d'où ça vient, comment ça se vit à l'intérieur et surtout, comment on peut avancer avec. Parce qu'il y a de l'espoir, il y a des pistes et il y a des moyens de petit à petit apprivoiser cette peur. Aujourd'hui, je vais t'en parler comme si on était ensemble, assises sur un canapé, avec un thé ou un café à la main, en mode confidence quoi. Je vais te dire tout ce que j'aurais aimé entendre moi-même à certains moments de ma vie. Alors installe-toi bien, souffle un bon coup et on commence. Vous écoutez les fréquences de Lucie, un instant pour ralentir, réfléchir et vibrer ensemble. Franchement, on parle de tout ici. Ah là là. C'est vraiment le podcast où on met des mots sur les petits comme les grands sujets du quotidien finalement. Alors déjà, posons les bases. Quand on parle d'anxiété sociale, de quoi on parle exactement? Parce que c'est vrai, on entend souvent des mots comme timidité, introversion ou stress, et parfois tout ça se mélange un peu. L'anxiété sociale, aussi appelée phobie sociale, dans certains cas cliniques, c'est une forme d'anxiété qui est directement liée au regard des autres. En gros, c'est cette peur intense, parfois paralysante, d'être jugé, critiqué ou rejeté par les autres. C'est la peur que ton comportement soit mal perçu, que tu sois ridicule, pas à la hauteur, gênante ou simplement trop. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas juste avoir un peu le trac. Tout le monde peut ressentir du stress avant de passer un examen, de parler devant un public ou de rencontrer quelqu'un pour la première fois, par exemple. Ça, c'est normal. Mais quand on parle d'anxiété sociale, on est dans quelque chose de beaucoup plus envahissant. Ça peut concerner des situations toutes simples, aller commander un café, répondre au téléphone, dire bonjour à un voisin, ou même simplement marcher dans la rue en ayant peur que les gens nous regardent bizarrement. Alors comment ça se manifeste? Déjà, il y a tous les symptômes physiques. Et crois-moi, quand tu les vis, ça peut vraiment être violent. Le cœur qui s'emballe, comme si t'allais courir un marathon alors que t'es juste assise à une réunion. Les mains qui deviennent moites, qui tremblent, et parfois même, tu sens que ton corps entier se met à vibrer un peu malgré toi. La gorge qui se serre, la voix qui tremble, qui devient toute petite, comme si elle voulait disparaître pour ne pas se faire entendre. Les joues qui chauffent, qui deviennent rouges, et cette sensation que tout le monde le voit et que tu es grillé. Parfois même des vertiges, la tête qui tourne, la respiration qui s'accélère au point de donner l'impression que tu n'arriveras jamais à reprendre ton souffle. Et ce qui est terrible, c'est que ces symptômes physiques viennent renforcer l'angoisse. Parce qu'une partie de toi se dit « et si les autres le remarquent? Et si quelqu'un voit que je rougis? Et si ma voix tremble? Et si je parais faible, bizarre ou ridicule ?» Et là, rebelote. Ça relance encore plus la machine. Ensuite, il y a toute la partie invisible. Ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. C'est comme une petite voix, très critique, qui est toujours là.
Elle te dit, tu vas te planter, ils vont se moquer de toi. Personne t'aime vraiment. T'es ennuyeuse, tu n'as rien d'intéressant à dire. Cette voix, elle n'est pas douce, elle n'est pas encourageante. Elle est dure, cassante, et elle ne laisse pas de répit. Et le pire, c'est que tu finis par la croire. Tu finis par intégrer ces phrases comme si elles étaient toutes vraies, comme si c'était une sorte de vérité absolue. Et puis il y a aussi les comportements liés à l'anxiété sociale. Tu évites, tu trouves des excuses pour ne pas aller à une soirée, pour ne pas répondre à un appel, pour ne pas prendre la parole. Tu deviens championne de l'évitement. Mais le problème, c'est que plus tu évites, plus la peur se renforce. Et à force, tu te sens enfermé dans un cercle vicieux où chaque petite interaction sociale devient une montagne. Et tu vois, c'est là qu'il faut bien différencier la timidité et l'anxiété sociale. La timidité, c'est un trait de caractère. Ça peut se vivre sans que ça empêche d'avoir une vie sociale épanouie. Tu peux être timide, mais quand même aller à des soirées, rencontrer des gens, même si ça te demande un petit effort. L'anxiété sociale, elle, c'est beaucoup plus handicapant. C'est pas juste un petit je suis réservé. C'est un truc qui peut littéralement contrôler ton quotidien. Alors maintenant qu'on a posé les bases, qu'on sait un peu mieux ce qu'est l'anxiété sociale, je voudrais qu'on prenne le temps de regarder d'où ça vient. Parce que tu sais, quand on vit quelque chose de difficile, on a souvent tendance à se dire « c'est moi le problème, je suis cassé » ou « je suis bizarre ». Mais en réalité, il y a toujours des raisons, des explications. Et comprendre ces causes, ça peut déjà apporter beaucoup de soulagement. Alors oui, une des premières choses à savoir, c'est qu'il y a parfois un facteur biologique. Certaines personnes sont tout simplement plus prédisposées à l'anxiété. Ça veut dire que leur cerveau réagit plus fortement aux situations de stress, que leur système nerveux s'emballe plus vite. Tu sais, dans notre cerveau, il y a cette petite partie qu'on appelle l'amygdale. Rien à voir avec la gorge, hein, évidemment. L'amygdale, c'est un peu notre alarme intérieure. Celle qui s'active quand on perçoit un danger. Et chez certaines personnes, cette amygdale est hyper réactive. Elle sonne l'alarme même quand il n'y a pas vraiment de danger. Un peu comme si tu avais une alarme incendie qui se déclenche dès que tu fais griller une tartine de pain. Et forcément, ça rend la vie quotidienne beaucoup plus compliquée. Alors non, ça ne veut pas dire que tout est dans ta tête ou que tu inventes tes peurs. Ça veut juste dire que ton cerveau, lui, est programmé pour être sur ses gardes et que tu dois apprendre à vivre avec ce système un peu trop sensible. Ensuite, il y a évidemment l'environnement dans lequel tu as grandi. Si par exemple, tu as grandi dans une famille très critique, où chaque geste était commenté, où tu te faisais reprendre pour un oui, pour un non, il est logique que tu aies développé la peur du jugement. Pareil, si tu as vécu dans un environnement où tu n'avais pas le droit de t'exprimer librement, où ta parole n'était pas entendue, ton cerveau a enregistré « si je parle, c'est dangereux ». Et du coup, aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, chaque fois que tu dois t'exprimer devant quelqu'un, cette vieille peur remonte. Et puis il y a aussi les modèles qu'on a eus. Si tes parents ou les adultes autour de toi étaient eux-mêmes anxieux, réservés ou avaient peur du regard des autres, tu as peut-être appris inconsciemment à te comporter de la même manière. Une autre cause très fréquente, ce sont les expériences marquantes. Par exemple, si tu as vécu des humiliations à l'école, si on s'est moqué de toi quand tu as pris la parole, si on t'a rejeté dans un groupe d'amis, toutes ces expériences laissent des traces. Ton cerveau les garde en mémoire comme une petite bibliothèque des preuves que les interactions sociales sont dangereuses. Alors à chaque nouvelle situation, il va fouiller dans cette bibliothèque et dire « Attention, rappelle-toi ce qui s'est passé en CM2 quand t'as parlé devant la classe, ça peut recommencer. » Et du coup, t'as peur. Même si rationnellement tu sais que la situation actuelle n'a rien à voir. Il y a aussi une cause dont on parle moins, mais qui est énorme, la pression de la société. On vit dans un monde où tout est basé sur l'image qu'on renvoie. Les réseaux sociaux amplifient ça de façon hallucinante. On est constamment comparé, évalué, liké ou pas liké. Tu postes une photo et tu attends de voir combien de cœurs tu vas avoir. Tu prends la parole et tu redoutes les commentaires, les jugements, les critiques. Tout ça nourrit l'anxiété sociale.
parce que tu as l'impression que chaque geste est observé, noté, notifié. Et puis, il y a les injonctions sociales. Sois sociable, fais-toi des amis, parle plus fort, souris, intègre-toi, comme si le fait d'être réservé était un défaut qu'il fallait corriger. Tout ça crée une énorme pression et entretient la peur de ne jamais être suffisante. Et ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces causes ne s'additionnent pas simplement. Elles se renforcent entre elles. Tu peux avoir une prédisposition génétique, grandir dans une famille critique, vivre des humiliations à l'école et ensuite être plongé dans une société ultra jugeante. Résultat, l'anxiété sociale devient un mur énorme. Même si tu n'as qu'une seule de ces causes, ça peut suffire à déclencher cette peur. Parce que ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre une grande cause ou une petite cause. Ce qu'il retient, c'est attention, danger. Et tu vois, si je prends un instant pour être honnête, moi aussi, j'ai des souvenirs très précis qui ont alimenté mon anxiété sociale. Par exemple, le fait d'avoir rougi en parlant devant la classe et que tout le monde éclate de rire. C'est tout bête, mais mon cerveau l'a enregistré comme une alerte rouge. Et encore aujourd'hui, parfois j'ai cette peur qui revient quand je me mets à parler devant quelqu'un. Comme si j'étais encore cette petite fille de 10 ans devant tous ses camarades. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir ce genre de souvenirs. Une phrase blessante d'un prof, une moquerie d'un camarade, une remarque dans la famille. C'est fou comme une seule petite phrase peut marquer pour des années. Et ça montre bien que l'anxiété sociale, c'est pas juste une faiblesse personnelle, c'est une accumulation d'expériences, de contextes et parfois même de prédispositions biologiques. Alors là, je veux qu'on entre dans le concret. Parce que c'est bien de parler de définition, de cause, d'explication, mais au final, ce qui compte, c'est ce qu'on vit au jour le jour. L'anxiété sociale, elle se glisse partout, dans les petites choses du quotidien, comme dans les moments importants. Et c'est souvent ce qui la rend épuisante. Tu ne peux pas l'oublier. Imagine, t'es dans un café, tout le monde commande tranquillement son cappuccino, son jus d'orange, son petit croissant. Ça a l'air tellement simple, non? Tu avances, tu souris, tu donnes ta commande et basta. Mais quand tu vis avec de l'anxiété sociale, ce moment, il peut devenir un vrai marathon intérieur. Avant même d'arriver au comptoir, ton cerveau s'emballe. Et si je bafouille? Et si le serveur ne comprend pas? Et si je parle trop doucement? Et si quelqu'un derrière moi s'impatiente? Et si je passe pour une idiote juste en commandant un café? Ton cœur bat plus vite, tes mains deviennent moites et tu répètes la phrase dans ta tête comme si t'allais passer un oral de bac. Bonjour, un cappuccino s'il vous plaît. Bonjour, un cappuccino s'il vous plaît. Et parfois, tellement la pression est forte, tu changes carrément d'avis, tu n'entres pas, tu pars et t'abandonnes ton café pour éviter cette interaction. Un autre grand classique, le téléphone. Pour beaucoup de gens, répondre à un appel ou passer un coup de fil, c'est rien. Mais pour une personne avec anxiété sociale, c'est une montagne. Quand ton téléphone sonne, tu regardes le nom affiché et souvent tu ressens cette petite montée de panique. Qu'est-ce qu'on va me dire? Et si je sais pas quoi dire? Et si ma voix tremble? Et si je dis quelque chose de bizarre? Alors tu laisses sonner. Tu dis que tu étais occupé, que tu rappelleras plus tard. Mais ce plus tard, souvent, il n'arrive jamais. Et le pire, c'est que tu culpabilises. Tu te dis que tu as l'air impoli, que tu vas perdre tes amis, que tu compliques tout. Et ça alimente encore plus le cercle vicieux. Parlons aussi de ce moment où tu dois t'exprimer devant plusieurs personnes. Ça peut être en réunion, au boulot, en cours, ou même juste autour d'une table avec des amis. Dès que c'est à toi de parler, c'est comme si ton corps se retournait contre toi. Ton cœur tape dans ta poitrine, tu sens tes joues chauffer, tes mains tremblent. Tu entends à peine ce que disent les autres, tellement t'es concentré sur ta peur de prendre la parole. Et quand enfin tu parles, même si les mots sortent correctement, à l'intérieur tu as l'impression que tout le monde te juge, que chaque mot est analysé et que tu as forcément dit quelque chose de pas assez intelligent. Et même après coup, tu continues à ruminer. Mais pourquoi j'ai dit ça? J'aurais dû dire autrement. Ils doivent penser que je suis nulle. Alors qu'en réalité, la plupart des gens n'y font même pas attention. Mais pour toi, c'est une bataille intérieure énorme. Un autre terrain très fréquent pour l'anxiété sociale, ce sont les soirées. Rien que l'idée d'y aller peut être stressante.
Avant même de sortir, tu passes 1 heure à réfléchir à ta tenue parce que tu as trop peur d'être mal habillée, trop simple, trop voyante. Une fois sur place, tu redoutes chaque interaction. Et si je sais pas quoi dire? Et si je reste seule dans un coin? Et si je dis une phrase bête et que tout le monde se moque? Et souvent, ce qui arrive, c'est que tu te forces à sourire, tu hoches la tête, tu ris aux blagues même si tu ne les trouves pas drôles, juste pour avoir l'air intégré. Mais à l'intérieur, tu te sens en décalage, comme si tu portais un masque. Et quand tu rentres chez toi, t'es vidé, complètement épuisé d'avoir tenu ce rôle. Et puis, il y a tous ces moments minuscules du quotidien qui deviennent des obstacles. Croiser un voisin dans l'ascenseur et se demander si tu dois dire bonjour, quoi dire après, si ça va être gênant. Aller dans un magasin et stresser à l'idée de demander un renseignement. Être dans la rue et avoir l'impression que tout le monde te regarde, que chaque geste est jugé. Être tagué sur une photo et paniquer. Est-ce que j'ai l'air bien? Est-ce que tout le monde va voir mes défauts? L'anxiété sociale, ce n'est pas juste dans les grands moments. C'est comme une petite ombre qui peut se glisser partout. Et c'est ça qui fatigue parce que tu es en vigilance constante. Et au fond, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas seulement ce que tu fais ou ne fais pas, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Cette impression constante de ne pas être à la hauteur, de déranger, de ne pas être intéressante, comme si tu devais toujours prouver que tu mérites d'être là. T'as l'impression que ton vrai toi n'est jamais assez bien, alors tu caches, tu adaptes, tu joues un rôle. Et à force, ça devient épuisant, voire même aliénant. Tu peux finir par te demander « Mais qui je suis vraiment si je dois toujours me cacher ?» Et tu sais quoi? Si tu te reconnais dans tout ça, tu n'es pas seul, vraiment. Je sais que ça peut donner l'impression d'être la seule à galérer dans ces situations qui semblent si simples pour les autres, mais il y a tellement de personnes qui vivent la même chose en silence, et c'est justement pour ça que je voulais détailler ces petites scènes de la vie, pour qu'on arrête de banaliser l'anxiété sociale. Ce n'est pas juste « oh, elle est timide ». Non, non, c'est une vraie lutte intérieure, permanente, et elle mérite qu'on en parle avec sérieux et bienveillance. Tu sais, ce qu'on sous-estime souvent avec l'anxiété sociale, c'est son impact global. On pourrait croire que ça ne touche que les moments sociaux, comme les soirées, les réunions ou les coups de téléphone. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. C'est comme une toile d'araignée. Un fil touche ta vie amicale, un autre ta vie professionnelle, un autre tes relations amoureuses, et au final, c'est toute ta vie qui est impactée. La première conséquence, c'est sur ton rapport à toi-même. Quand tu vis avec de l'anxiété sociale, tu finis souvent par développer une image très négative de toi. Tu as l'impression d'être bizarre, nulle, ou trop réservée, ou encore pas assez intéressante. Et tu sais, à force de t'entendre répéter ces phrases à l'intérieur de ta tête, tu commences à les croire vraiment. Ton estime de toi s'effondre, tu ne vois plus ce que tu as de beau et tu n'arrives plus à apprécier tes qualités. Tu te compares sans arrêt aux autres et bien sûr, tu te trouves toujours moins bien. Les autres paraissent tellement à l'aise, tellement confiants, tellement naturels et toi, tu as l'impression de devoir calculer chaque geste, chaque mot. Et puis il y a la fatigue, parce que oui, vivre avec de l'anxiété sociale, c'est épuisant. Chaque sortie, chaque échange, même les plus petits, deviennent une épreuve. Du coup, ton corps et ton esprit se fatiguent plus vite. Et parfois, tu finis par préférer rester seul. Pas forcément parce que t'en as envie, mais parce que tu n'as juste plus l'énergie de lutter. Là aussi, ça peut être énorme. Quand tu as peur du jugement, tu as tendance à éviter les sorties, les soirées ou les grands groupes. Tu trouves des excuses pour ne pas y aller. Au début, ça passe, je suis fatiguée, j'ai du travail, ou encore je ne suis pas dispo. Mais au fil du temps, tes amis peuvent finir par croire que tu ne veux jamais venir, que tu n'es pas intéressé ou que tu ne tiens pas à eux. Et parfois, tu perds des amitiés, non pas parce que tu le veux, mais parce que l'anxiété t'empêche de nourrir ces relations. Tu aimerais être plus présente. Tu aimerais être cette amie qui dit oui aux sorties spontanées, mais souvent tu te bloques. Et même quand tu es avec des amis proches, l'anxiété peut t'empêcher d'être toi-même.
Tu réfléchis trop à ce que tu dis. Tu n'oses pas partager tes vrais ressentis. Tu as peur de déranger. Du coup, tu restes en surface et ça crée une distance. Alors que, paradoxalement, tu aimerais plus que tout être connecté sincèrement. Alors là, c'est un domaine où l'anxiété sociale peut vraiment être handicapante. Parce que dans le monde du travail, on est souvent confronté à des situations sociales, réunions, entretiens, présentations, travail en équipe. Et pour quelqu'un avec de l'anxiété sociale, chaque situation devient un défi. Tu peux avoir toutes les compétences techniques du monde, mais si tu n'oses pas prendre la parole, tu n'oses pas montrer ton travail, tu risques de rester dans l'ombre. Résultat, tu peux passer à côté de promotions, d'opportunités, juste parce que ton anxiété t'empêche de te mettre en avant. Et ça, c'est hyper frustrant, parce que tu sais que tu es capable, mais ton anxiété agit comme un frein invisible. Même les petites choses, comme dire bonjour à ses collègues le matin, peuvent être stressantes. Ou aller manger avec l'équipe à la pause déjeuner. Alors tu évites, tu restes seul et tu te sens isolé. Et petit à petit, ça renforce encore plus ce sentiment d'être différente. Et bien sûr, il y a les relations amoureuses. Quand tu vis avec de l'anxiété sociale, te lancer dans une relation peut être compliqué. Déjà, rencontrer quelqu'un est une épreuve en soi. Les applications de rencontres, les premiers rendez-vous, ça peut être tellement stressant que parfois tu préfères renoncer. Et même quand tu es en couple, l'anxiété peut s'inviter. Tu peux avoir peur de ne pas être assez bien pour l'autre, peur qu'il se lasse, peur de dire quelque chose qui va le faire fuir. Tu analyses chaque geste, chaque message, chaque silence. Tu te demandes sans cesse, est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il ne va pas partir? Et cette insécurité peut créer des tensions, même quand la relation est saine. D'un autre côté, quand tu tombes sur quelqu'un de bienveillant, qui comprend, ça peut aussi être un soutien. Mais pour beaucoup, la peur d'être vulnérable, d'être découverte, fait que tu gardes une distance, que tu n'oses pas être totalement toi-même. Et ça peut freiner l'intimité. Un autre point auquel on ne pense pas toujours, c'est l'impact sur les rêves, les projets. Parce que l'anxiété sociale peut littéralement t'empêcher d'oser. Tu veux peut-être changer de travail, voyager, rejoindre une association, créer quelque chose, mais chaque projet implique des interactions sociales. Et du coup, tu te retiens. Tu restes dans ta zone de confort, non pas parce que c'est ce que tu veux, mais parce que tu as peur de l'inconnu social. Et à force, tu as cette impression de passer à côté de ta propre vie. Et là, je vais faire une petite pause pour te dire, si tu te reconnais dans tout ça, ce n'est pas une fatalité. Oui, l'anxiété sociale a un impact énorme. Oui, elle peut freiner, elle peut ralentir, compliquer. Mais ça ne veut pas dire que ta vie doit être réduite à ça. Prendre conscience de ses conséquences, c'est déjà une première victoire. Parce que tu mets de la lumière là où avant, il n'y avait que du flou. Et une fois que tu vois les choses clairement, tu peux commencer à agir, doucement, à ton rythme, mais tu peux avancer. Alors, maintenant qu'on a bien exploré tout ce que c'est, d'où ça vient et comment ça se vit, j'aimerais qu'on passe à quelque chose de plus lumineux. Parce que oui, l'anxiété sociale, ça peut vraiment pourrir la vie, mais il y a aussi des moyens d'aller mieux. Et ça, c'est hyper important de le rappeler, tu n'es pas condamné à vivre avec cette peur toute ta vie. Alors attention, je ne vais pas te vendre la recette magique parce que clairement, il n'y en a pas, mais tout ce que je peux partager, ce sont plein de petites pistes, des approches, des outils qui, mis bout à bout, peuvent vraiment transformer ton quotidien. On va commencer par le plus classique, mais aussi le plus efficace, les thérapies. La thérapie cognitive et comportementale, TCC, par exemple, est reconnue comme l'une des meilleures pour l'anxiété sociale. Le principe, c'est d'apprendre à repérer tes pensées automatiques. Ils vont se moquer de moi, je vais rougir, je ne suis pas intéressante, et à les remettre en question. Petit à petit, tu comprends que ces pensées ne sont pas des vérités, mais juste des hypothèses que ton cerveau angoissé balance. Et plus tu les questionnes, plus elles perdent de leur pouvoir. Un autre aspect de la TCC, c'est l'exposition progressive. Ça veut dire que tu vas affronter petit à petit des situations sociales en commençant par les plus petites.
Par exemple, demander l'heure dans la rue, puis commander un café, puis participer à une réunion, etc., etc. Chaque petite victoire devient une preuve que non, en fait, je ne meurs pas de honte quand je parle. Et ça change tout. Il existe aussi d'autres approches, comme la pleine conscience, qui t'aident à te recentrer sur le moment présent, ou la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT. Cette thérapie, elle va t'apprendre à avancer malgré la peur, au lieu d'attendre qu'elle disparaisse complètement. Et bien sûr, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi un accompagnement médical, avec un médecin ou un psychiatre qui peut proposer des solutions adaptées, parfois même un traitement si c'est nécessaire. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est juste un coup de pouce pour aider ton cerveau à souffler un peu. Au-delà des thérapies, il existe plein de petits outils que tu peux utiliser au quotidien. La respiration. Quand tu sens ton cœur s'emballer, prends juste 30 secondes pour respirer profondément. Ça paraît bête, mais ça envoie un vrai signal de calme à ton corps. La visualisation. Avant une situation sociale qui te stresse, imagine-la dans ta tête en version positive. Visualise-toi en train de réussir, de sourire, de parler tranquillement. Ça prépare ton cerveau à cette réussite. Le journaling. Écrire ce que tu ressens peut vraiment aider à sortir de la boucle des pensées. Tu peux noter tes peurs, puis ensuite les relire à tête reposée et voir si elles étaient vraiment fondées. Le petit défi du jour. Chaque jour, lance-toi un micro-défi. Ça peut être dire bonjour à ton voisin, demander un renseignement ou envoyer un message à un ami. L'idée, ce n'est pas de te forcer à faire des grandes choses, mais d'accumuler des petites victoires. On l'oublie souvent, mais l'anxiété sociale, comme toutes les formes d'anxiété, est amplifiée quand ton corps est épuisé. Le sommeil joue un rôle énorme. Un cerveau fatigué est un cerveau qui stresse plus vite. L'alimentation aussi. Trop de café, trop de sucre, ça peut augmenter les palpitations et donner encore plus cette impression de panique. Et puis il y a le sport. Pas forcément aller courir un marathon, mais juste bouger ton corps, marcher, danser, faire du yoga. Le mouvement aide ton corps à libérer des hormones de bien-être et ça diminue les symptômes physiques de l'anxiété. Une autre clé énorme, c'est de travailler sur ton estime de toi. Parce que l'anxiété se nourrit beaucoup du sentiment de ne pas être assez. Alors petit à petit, tu peux apprendre à reconnaître tes qualités et valoriser tes forces. Un exercice qui aide beaucoup, c'est de noter chaque soir 3 choses que tu as faites de bien dans la journée. Ça peut être hyper simple, j'ai souri à la boulangère, j'ai envoyé un message à une amie, j'ai réussi à dire non à une demande. Ces petites choses, mises bout à bout, renforcent ton sentiment de valeur. Tu sais, une chose que j'ai trouvée libératrice, c'est de réaliser que les gens pensent beaucoup moins à toi que tu ne l'imagines. Souvent, on croit que tout le monde analyse nos moindres gestes, mais en réalité, chacun est surtout concentré sur soi-même. La personne qui te regarde dans la rue, elle pense probablement à ce qu'elle va manger ce soir. Ton collègue qui ne répond pas directement à ton bonjour, peut-être qu'il est juste fatigué. Petit à petit, tu peux apprendre à relativiser. Non, tu n'es pas sous un projecteur permanent. Et ça libère. Enfin, un dernier point hyper important, ton entourage. Quand tu es entouré de gens bienveillants qui ne te jugent pas, qui comprennent, ça change tout. Tu n'as pas besoin d'être avec 50 amis. Même 1 ou 2 personnes avec qui tu peux être toi-même, sans masque, c'est déjà énorme. Et si tu n'as pas encore trouvé ces personnes dans ton entourage proche, il existe aussi des groupes de soutien, des communautés en ligne, des espaces où tu peux échanger avec d'autres qui vivent la même chose. Rien que le fait de savoir que tu n'es pas seul, ça apaise. Et tu vois, toutes ces pistes, elles ne vont pas supprimer ton anxiété sociale du jour au lendemain, mais elles peuvent l'adoucir, la rendre plus gérable, t'aider à reprendre petit à petit le contrôle. C'est comme apprivoiser une bête sauvage. Au début, elle fait peur, elle paraît incontrôlable, mais pas à pas, avec patience, douceur et constance, tu peux apprendre à vivre avec elle sans qu'elle dirige toute ta vie. Voilà, on arrive doucement à la fin de cet épisode.
On a parlé de tellement de choses ensemble. On a vu ce qu'est l'anxiété sociale, comment elle se manifeste, d'où elle peut venir. On a exploré son impact sur la vie quotidienne, les relations, le travail, l'amour. On a aussi vu qu'il y a des solutions, des petits pas possibles, des outils qui montrent que, malgré la peur, il y a toujours des victoires. Aujourd'hui, le message que je te laisse, c'est que tu n'es pas seule. Même si parfois tu as l'impression d'être incomprise, même si tu crois que personne ne peut imaginer ce que tu ressens quand ton cœur s'emballe pour une petite situation, sache qu'il y a plein de personnes qui vivent exactement les mêmes choses. Et rien que ça peut déjà réconforter. Ce que tu vis n'est pas anormal, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un défaut de ta personnalité. C'est juste une difficulté que tu apprends à gérer. Et surtout, tu n'es pas défini uniquement par ton anxiété sociale. Tu es tellement plus que ça. Tu as tes qualités, ta sensibilité, ton humour, ta créativité, tes passions. L'anxiété sociale, elle fait partie de toi, mais elle ne résume pas tout ce que tu es. Alors si aujourd'hui tu as l'impression que cette peur prend toute la place, rappelle-toi, tu peux avancer. Peut-être à petits pas, peut-être avec des hésitations, peut-être avec des reculs parfois, mais à chaque fois que tu oses un peu plus, chaque fois que tu affrontes une petite solution, chaque fois que tu choisis de ne pas te laisser enfermer, tu gagnes. Et même dans les jours plus difficiles, rappelle-toi que le simple fait d'écouter un podcast comme celui-ci, de chercher à comprendre, à te sentir moins seul, c'est déjà un pas énorme. Ça veut dire que tu prends soin de toi, que tu veux avancer, que tu crois qu'il y a un après, et ça, c'est magnifique. Alors je veux te dire merci. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec un peu plus de douceur pour toi-même, un peu plus de compréhension et surtout l'envie de te rappeler chaque jour, tu as ta place. Peu importe ton rythme, peu importe tes peurs, tu as le droit d'exister pleinement. Et si un jour tu doutes, si un jour tu as l'impression que tout est trop lourd, pense à cette phrase. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Tu n'as pas besoin d'être guérie pour avoir ta place. Tu es déjà suffisante, exactement comme tu es. C'était les fréquences de Lucie. Merci d'avoir partagé ce moment et à très vite pour une nouvelle fréquence.